Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Please, won't you, I need you right now, please. Bonjour tout le monde, bienvenue à Café Snake. Bonjour. Café Snake numéro 45. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible pour tout le monde. Pour avoir accès à tous nos épisodes, par contre, c'est sur notre compte Patreon. Merci à tout le monde qui s'abonne, mais aussi tout le monde qui partage et tout le monde qui laisse 5 stars sur Spotify et Apple. OK. Juste avant de poursuivre avec les sujets de la semaine, Mounir, on a une annonce à faire. J'espère que ça répond à votre question. On s'en va aux appels téléphoniques tout de suite. Oui, c'est ça. Donc, pour le mois de juillet, on va prendre une pause d'enregistrement hebdomadaire de Café Snake. On va pré-enregistrer des épisodes pour tout le mois de juillet. On a décidé d'ouvrir les lignes et de entendre vos takes. Exactement. Donc, on vous demande de nous envoyer un take par rapport à l'actualité politique, la culture pop, la culture web, un mémo vocal. Vous pouvez nous l'envoyer sur nos comptes Instagram respectifs ou alors sur notre adresse Gmail, info-cafesnake@gmail.com. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, by the way. Merci à tout le monde qui l'a fait. Puis si vous les envoyez par texte, juste des voice notes. Mais si vous voulez pas, on va vous mettre en text to speech. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Mon segment s'appelle « Sommes-nous dupes ?» Je vais m'intéresser au rôle du dupe, qu'on entend beaucoup ce terme-là qui renvoie à la duplication, duplicata, une copie ou à une reproduction plus cheap d'un item cher ou de luxe. Puis on peut penser notamment à ton fameux Lafoufou. Que j'ai enfin reçu pour ma fête. Merci, Daphné. Donc la copie du Laboubou dont j'ai parlé dans un épisode précédent. Ou encore à la sacoche Workins dont je vous avais parlé. Donc la fausse sacoche Birkins qui était vendue au Walmart. Mais je dirais que la dupe culture, elle a d'abord pris son envol dans le rayon des cosmétiques. Et ce sont ces dupes-là de maquillage, entre autres, qui vont m'intéresser aujourd'hui. Et toi, Mounir, de quoi tu vas parler? Moi, j'ai appelé mon segment Bonification. Boom! Je veux parler un peu du hate train autour du chanteur américain Benson Boone, mais aussi un peu pop music discourse ou de la discussion autour de la musique pop que je vois vraiment partout en fait sur mon For You page. Entre autres parler de l'entrevue au New York Times d'Addison Rae et de plein de choses. Donc sans plus tarder... Les Digi News. Tududum. Je m'oppose à cette soirée! Je m'oppose à cette soirée! Non, tu touches pas mon tabarnak! Plug walk. I don't even understand how the fuck my plug talk. Pick him up in a space coupe. I don't let my plug walk. Skirt, pull up in a space. Please buy me a Labubu. Please, I will love you. Un comité qui se tient depuis maintenant 1 an et demi, qui cale sa conférence de presse 4 heures la veille du dépôt. Comme, laissez-nous accéder à la conférence de presse, on va se tenir tranquille, on va fermer notre gueule. Vous êtes indigne. Et là, tu sais, 9 chapitres pour une petite fille de 8 ans, que c'est déjà un peu difficile. C'était vraiment lourd de rattraper ça d'ici la fin de la semaine pour elle. Donc, j'ai comme eu l'idée de lui montrer comment hacker la performance. Hacker la performance? C'est-à-dire à utiliser ChatGPT. A lawsuit filed against Menlo Park-based Character AI and Google, which licenses its AI technology. The suit comes after a 14-year-old in Florida died by suicide following a chat with one of Character's AI bots. Commence avec une petite nouvelle liée à l'intelligence artificielle. Plus tôt en 2024, j'avais entendu parler, j'avais même lu un peu sur une maman en deuil qui poursuivait en justice Google et l'entreprise Character AI. Ce qui est arrivé, c'est que son fils de 14 ans s'est suicidé en février 2024 à son domicile d'Orlando, juste après avoir parlé à un chatbot, un robot conversationnel avec lequel il avait développé une genre de relation là, depuis un bon moment. L'IA l'aurait soi-disant encouragé à se suicider. Le robot conversationnel aurait dit au garçon qu'il l'aimait et ensuite il aurait dit « Come home to me as soon as possible ». Et là ensuite, le jeune garçon aurait répondu « What if I told you I could come home
real soon. Et là, l'IA aurait dit « Please do my sweet king ». Et le jeune garçon se serait ensuite tiré une balle dans la tête. La mère, donc Megan Garcia, elle affirme dans un procès que Character AI, le fabricant du chatbot, ainsi que Google, parce que Google est le détenteur de cette technologie, le Character AI, serait responsable de la mort du garçon. Et ce qui est intéressant pour moi, en fait, c'est que les deux entreprises, pour empêcher le procès, ont avancé que le robot conversationnel avec lequel l'adolescent discutait était protégé par le premier amendement aux États-Unis. Donc, dans ce cas-là, on parle de liberté d'expression. La juge aurait estimé, en fait, que Google et Character AI n'auraient pas réussi à démontrer que la liberté d'expression s'appliquait dans le cas d'un robot conversationnel. Il aurait même dit « Why words strung together », donc des mots comme ça qui sont attachés, assemblés ensemble de façon un peu aléatoire ou statistique. Pourquoi est-ce que ça constituerait un discours, donc un acte de parole? Parce que dans un discours, il y a une forme d'intentionnalité, il y a une volonté de communiquer la pensée par le langage, par exemple. Ben, c'est spirituel aussi, comme il y a un free will. Exactement, donc ça, je trouve ça très, très intéressant parce que ce cas-là peut avoir des précédents au niveau légal, juridique. Puis c'est exactement pour cette raison-là que je dis qu'il faut se méfier des entreprises qui tendent à vouloir présenter leur technologie comme quelque chose qui est intelligent. Donc même le terme intelligence artificielle, c'est pas un terme qui est nécessairement exact, c'est plus un terme qui est fantasmatique. À travers ce thème-là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'évertue à personnaliser la technologie, à l'anthropomorphiser. En faisant ça, en la rapprochant d'une personne, ce qu'on essaie subtilement aussi de faire, c'est la responsabiliser, la machine, à la place de responsabiliser ceux qui la monétisent ou bien ceux qui la déploient ou encore qui la construisent. Mais les machines, comme je dis souvent, ce sont pas des personnes. Leurs actes expriment pas une volonté qui leur est propre. Les billets non plus qui sont à l'intérieur de ces machines-là. La volonté, c'est la volonté de ceux qui créent la machine qui est exprimée quand on l'utilise, la machine. Fait que là, si je comprends bien, t'es en train de dire la juge, elle a tranché que du côté de la responsabilité à Google, puis pas l'évaluer comme étant un discours généré par une entité comme consciente. C'est ça, elle a pas dit que c'était nécessairement la responsabilité de Google, mais elle a dit que ça suffisait pas, cette espèce d'idée de liberté d'expression puis de premier amendement pour annuler le procès. Donc, le procès aura lieu. Ah, ok, c'est ça. Ouais. Et là, de là à dire, mettons, que Google ou Character AI serait responsable de la mort du gars, va savoir, là, tu sais, mais ils sont responsables de leur machine, oui, c'est ça que je veux dire. Mathieu Lacombe, il nous a préparé une vidéo. Ça a été vraiment un honneur pour nous parce que je sais pas si vous savez comment que ça a été quand même difficile, en fait, de faire reconnaître l'influence, la création de contenu dans le milieu de la culture depuis très longtemps. Pour le prochain DJ News, Daphné et moi, on est allés parmi les cosmopolites au gala Influence Création. C'était toute une expérience. Moi, c'était la première édition que j'allais. J'ai quand même été sceptique depuis la première édition de ce gala, surtout à travers le marketing qui avait été fait autour du gala, parce que pour se ramener 3 ans en arrière, le gala avait été lancé. Le plus gros outil de marketing qu'ils avaient, c'était la page Instagram QC Scoop, qu'à ce moment-là, j'étais déjà en train de monitorer pour potentiellement couvrir sur ma chaîne YouTube. Je trouvais que l'association avec cette page-là enlevait beaucoup de crédibilité à l'organisation d'un tel gala. Mais pour savoir, le gala c'est pas juste une production qui se veut comme étant la seule chose que les gens de cette compagnie de production font. C'est aussi les gens qui ont fondé l'ACREA, donc l'Association des créateurs de contenu du Québec. Donc c'est une tentative plus large de vouloir pas prendre le contrôle, mais de vouloir institutionnaliser d'une certaine façon le milieu de la création de contenu ou le milieu de l'influence, comme on a beaucoup entendu hier. Mais fédérer aussi les gens qui participent à ça, je pense. Exact. Puis c'est ça. Moi, j'étais pas allé dans les 2 premières éditions parce que je voulais d'une certaine façon vivre l'expérience du public. Je voulais voir comment les gens qui étaient à l'extérieur, les gens qui consomment principalement le contenu en ligne, vivaient l'expérience. Les premières années, c'était très difficile. La web diffusion, elle a pas très bien fonctionné dans les 2 dernières années. J'étais pas là pour en personne. Là. Les gens qui étaient là-bas disaient que c'était un événement incroyable. Mais là, on est allé, puis pour vrai, du point de vue de l'organisation événementielle en salle, c'était vraiment bien. Là. Non, moi, j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai trouvé que l'organisation de l'événement était vraiment impressionnant. Ça sort au niveau des décors, je sais pas moi, des stands, de la nourriture. C'est un événement d'envergure. Exact, c'est ça. Puis je suis pas allé nécessairement dans d'autres. Je suis jamais allé au Gémeaux, je suis jamais allé au Gala des Oliviers, fait que je pourrais pas comparer avec ces structures-là. Tout ce qui était offert aux gens qui étaient là-bas, tu sais, les billets sont quand même dispendieux pour les gens qui sont pas invités. Donc, on parlait après, tu sais, comme si tu payes le billet, t'en as quand même pour ton argent, là, d'un point de vue de fan de gens. Puis en plus, t'as accès à tous ces gens que, tu sais, tout le monde est ensemble. Là. Même les gens qui ont payé des billets, les gens qui sont invités, il y a pas de section VIP en tant que telle dans la partie qui était comme un peu plus cocktail bar whatever. Tu sais, moi là
là, c'est vraiment juste une critique comme de l'événement en tant que tel. Mais là, si on y va vraiment dans les discours qui étaient véhiculés dans ce gala-là, moi, pour avoir écouté les 2 derniers, je trouve que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une intentionnalité derrière, tout le temps mettre de l'avant que qu'est-ce qui était produit par les créateurs de contenu ou par la créa ou par le gala, peu importe, ça faisait partie de la culture québécoise. On nous parlait tout le temps de on fait de la culture québécoise, on est au même niveau que tout le monde nous crache dessus, mais nous aussi on fait de la culture. Les gens qui font des unboxings dans leur voiture, ça c'est de la culture. Les cuisiniers, c'est de la culture. Puis je trouvais que j'ai l'impression que le mémo s'était passé avec le ministre de la Culture qui dépose 2 projets de loi dans les dernières semaines qui parlent indirectement de la création de contenu. Donc, on a le projet de loi 109 sur la découvrabilité que j'avais couvert, mais il y a aussi une espèce de mise à jour de la SODEC, mettre dans le mandat de la SODEC de pouvoir encourager et supporter la création de contenu numérique, la génération de contenu culturel en ligne qui va rentrer sous le giron de la SODEC. Qu'est-ce qui est quand même intéressant, peut-être alarmant, ça va dépendre de comment ça se déploie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment, c'était ça le courant d'idées qui a amené à ce gala-là, puis ça a culminé par un discours du ministre Mathieu Lacombe en plein milieu du gala, ministre qui était censé être là. Moi, quand j'avais parlé avec les organisateurs du gala, ils étaient très excités que le ministre de la Culture allait être assis là. Et là, finalement, à la dernière minute, il est pas venu, mais il a fait une vidéo pour eux. Il y a même eu un espèce de bug où est-ce que je pense qu'il n'avait pas encore reçu la vidéo était pas encore process dans le système, donc on a dû attendre quelques minutes avant d'écouter la vidéo, ce qui a donné comme une espèce de freestyle des animateurs où est-ce qu'ils essayaient de parler de à quel point la création de contenu c'était important pour la culture du Québec, puis c'était comme tellement difficile d'écouter ça, genre. À un moment donné, ils nous demandaient si on aimait des sauces. Tu sais, il y a de l'importance dans la création de contenu, on montre, là, il y a de la culture, il y a de la danse, du chant. Maintenant, de nos jours, la création de contenu est plus... Elle est plus... je suis vraiment désolée, je dois étirer depuis tantôt, OK, la gang? Il y a un petit problème avec la vidéo. Le ministre se fait patienter, fait que... Mais j'en profite pour vrai pour vous dire ça. J'ai vraiment eu la chance de faire des entrevues, de parler du gala, et en étant porte-parole, ça m'a vraiment permis... J'ai été hyper fière de pouvoir partager à quel point la création de contenu fait vraiment partie de la culture de nos jours, puis que c'est plus juste une question de... d'aller à des spectacles ou tout ça, parce que les spectacles maintenant, en quelque sorte, ils peuvent être au bout de votre écran, dans votre téléphone. OK, moi j'ai envie de savoir, par applaudissement, qui a déjà été au Shaker? On enchaîne avec le même concept. Qui a déjà goûté aux sauces du Fed Cook? Parfait. Alors, c'est le moment. On va aller voir la belle vidéo que le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, nous a fait. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. C'était comme, ouais, non, on va pas parler de politique parce que c'est un terrain glissant. C'est ça. Moi, l'affaire... Moi, je vais mentionner tout le long du gala, là, j'étais assis à côté de Ruba Gazal. Fait que je sais pas s'il y avait d'autres politiciens dans la salle, mais au moins, on peut dire que Québec solidaire était présent. Ouais, c'est ça. Au moins, Québec solidaire était là. Je pense qu'il y avait d'autres élus parce qu'à un moment, il y a comme un char de ministre qui est arrivé. Peut-être c'était fédéral, peut-être c'était le CRTC, je sais pas. J'ai l'impression que souvent, ce gala-là, puis je l'ai dit souvent, c'est que c'est une façon que beaucoup de gens qui sentent comme s'ils œuvrent dans la création de contenu ou peu importe d'une certaine façon périphérique ressentent beaucoup de validation à travers être à cet événement-là. Puis moi, je veux juste dire de quoi pour tous les gens qui écoutent cette podcast-là, qui sont dans ce milieu-là ou qui aspirent à créer des choses en ligne, c'est vraiment pas ça l'esprit, selon moi, de la création de contenu numérique indépendante. C'est vraiment à travers les gens qui écoutent les vidéos, les gens qui commentent les vidéos. Je pense que c'est pas assez mis de l'avant nécessairement. Je trouve, oui, on lu des messages du chat, mais c'était plus comme anecdotique ou une blague. Moi, j'ai tendance à toujours croire qu'un genre d'initiative comme ça devrait être plus centré autour de l'audience, devrait plus avoir de pouvoir sur déterminer qui est les gagnants, du moins, parce que là, c'est quand même un peu mitigé sur le poids que a le vote du public dans la sélection des gagnants. Puis il y a quand même des gagnants qui sont douteux. Puis là, je pourrais aller dans l'analyse critique de quelle chose que je juge qui devrait avoir gagné ou pas gagné. C'est pas tant nécessaire. Mais à travers les 3 dernières années, j'observe un pattern. Les gens qui sont responsables de voter pour ces prix-là ont comme un set de goûts assez skewed qui, selon moi, ne représentent pas dans toutes les catégories, mais dans certaines catégories. Fait que genre, j'ai de la misère à donner comme du poids culturel à cette institution-là qu'est le gala. Ben, c'est ça. Dans le paradigme où la culture web égale la culture, tu sais, la culture, c'est large en crise. Je pense que la culture web ne se résume pas, par exemple, à certains créateurs de contenu humoristique ou bien lifestyle, ou bien des influenceurs. Tu sais, c'est très large. Pour moi, la culture web, c'est les pages de mimes, par exemple. Il n'y en avait pas, il s'est pas représenté dans ce gala-là. Les mimes, c'est super important. On dit souvent que sur Internet, tout est à inventer. Le monde du web, il faut le défricher totalement, il faut tout créer. Mais j'ai l'impression, avec ce gala, puis surtout dans les premières éditions, qu'on était en train de reproduire les pratiques puis les schémas d'une industrie qu'on disait révolutionner. On est en train de
de donner des prix à des gens qui sont souvent récompensés depuis plusieurs éditions. Puis je comprends que, étant moi quelqu'un qui œuvre dans ce domaine-là depuis plusieurs années, ça peut sonner comme un discours bitter, comme si je voulais que moi, on me donne des prix, mais c'est vraiment pas ça. J'ai pas soumis aucune de mes œuvres ou créations ou profils à aucun de ces galas-là. Je le fais juste à titre d'observateur. Puis je pense que à un moment donné, avec le web, je sens que ce qu'on remarque pas encore au Québec, c'est qu'il va se créer un ressentiment qui va être similaire à celui qu'on observe envers les gens du Star System, mais ça va être sur les gens du web Star System québécois si on donne pas plus de place aux gens qui les écoutent. Ça participe un peu à ce que tu m'avais déjà dit, de décentrer le focus sur la personnalité ou la personne, puis de s'intéresser plus à une œuvre. Donc, soit une vidéo, un projet, quelque chose, ça peut même être participatif, comme tu dis. Moi, j'ai fait cette critique-là dans Fait divers. Là, ils ont rajouté les catégories vidéo longue de l'année puis vidéo courte de l'année, tu sais, comme il m'avait écrit quand je l'avais dit dans Fait divers avec Farnell Morissette. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, on parle de création de contenu, donc célébrons le contenu. Moi, j'ai tout le temps dit ça sur YouTube un peu, c'est que je pense qu'il y a une différence aussi entre les créateurs de contenu puis les créateurs de contenant. On dit souvent qu'on crée, on influence, sinon on génère de l'engagement numérique. Puis je pense que s'il y a une différence entre générer de l'engagement numérique puis influencer. Puis tout le monde hier était comme le monde de l'influence. Moi, c'est le terme c'est mon pire pet peeve quand le monde sont comme moi je suis tu sais dans le monde de l'influence cringe tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui étaient là ou qui sont en Inde puis qui sont célébrés par cette association que en fait, c'est juste comme une espèce de vecteur de diffusion de publicité ou de contenant pour éventuellement contenir de la publicité, tu sais. Puis je pense pas que c'est à l'avant-garde artistique ou genre créative. Il y en a que oui, mais il y en a que non. Puis je pense que le fait qu'il y avait rien, il y avait pas d'institution qui faisait ça, puis là, ça a été créé. Je vais pas appeler à la révolution puis abolir ce gars-là. Là. Moi, je pense que ça prend, comme on a vu hier, ça prend énormément de travail faire un événement de cette ampleur-là. Fait que le mérite est à eux, là, ils l'ont fait, mais je pense que on peut quand même entretenir un discours critique par rapport à ça, là. C'est dans la nature même de comme l'Internet. C'est ça, c'est comme somme toute. Je pense que définitivement, je change ma posture des 3-4 dernières années qui étaient complètement anti ce gars-là. Là. Je pense que c'est pas la position productive. Fait que je l'annonce ici dans Café Snake. Tu sais, on parle beaucoup d'influencer, mais justement, à quel escient influencer? Parce que je pense que la prise de parole, en ce moment, elle est très précaire, mais elle est justement plus importante que jamais. Il n'y a pas eu une mention, par exemple, de ce qui se passe à Gaza, alors que cette semaine, la plus jeune influenceuse de Gaza, ou en fait, celle qu'on appelait la plus jeune influenceuse, Yakin Ahmad, a été assassinée. Donc, une jeune fille de 11 ans qui faisait beaucoup de vidéos, qui parlait, par exemple, qui donnait des conseils pratiques de survie pour la vie quotidienne sous les bombardements, des conseils sur la façon de cuisiner avec des méthodes improvisées lorsqu'il n'y a pas de gaz. Donc, vendredi soir, elle a été tuée dans une série de frappes aériennes israéliennes qui a touché la maison où elle vivait avec sa famille. Donc, aucune mention, ça me surprend pas vraiment, là, du génocide en Palestine. Quand on parle d'influence, tu sais, on parle aussi du politique. Fait que je pense que c'est facile de l'évacuer. Pour moi, l'influence, c'est toujours politique, donc c'est quand même graissant de toujours évacuer le politique. Puis lui qui le savait, c'était le ministre de la CAQ qui a fait un discours qui met vraiment de l'avant sur son gouvernement. I like to think I'm pretty smart, but I just fell for an AI video for the first time, and of all things, it's an emotional support kangaroo getting denied entry on a plane, even though it has a boarding pass. Fait que, Mounir, tu voulais revenir sur tes prédictions de l'année 2025? Ben ouais, tu sais, c'est la deuxième fois que je le fais, là, parce que là, on a confondu qu'on allait en parler. Mais le Rage Bait Discourse is going strong. Cette semaine, puis je pense que peut-être, vu qu'on est quand même chronically online ici à Café Snake, il y a sûrement d'entre vous qui se sont fait pogner, mais je me suis fait semi-avoir par une vidéo AI d'un kangourou qui pouvait pas embarquer dans un avion, un support kangourou, mais je me suis pas fait avoir comme tant qu'à lire le titre, mais genre... C'est une photo qui s'est mise à circuler pas mal. Vidéo, ok. Ouais, cette semaine, mais c'est une vieille vidéo. Ouais. Je pense qu'il a été généré au tout début là, de cette époque AI dans laquelle on est entré. Donc, c'est une vidéo qui met en scène quelqu'un qui serait en train d'embarquer dans un avion et qu'on laisserait pas rentrer son kangourou de support pour l'aider. Puis le kangourou, il a un billet d'avion dans les mains. Là. C'est très... C'est un bébé kangourou. Parce que les gros kangourous, ça fait peur. Ouais. C'est super musclé. Ça peut te péter la gueule. Ouais, les kangourous, c'est crazy. Tu sais, tout le monde dit ça, je disais dans les replies, puis même les co-tweets, c'est que je me suis pas fait avoir par le AI, mais il y a eu un moment, pendant les premières secondes, parce que je pensais que c'était une vraie vidéo, tu sais. Fait que c'est comme tout le monde est comme, j'ai failli me faire avoir par le AI. Mais dans les commentaires, il y a plein de gens qui se sont fait avoir par le AI, puis après, tu sais pas si eux, ils rage bait aussi. Tu sais, parce que maintenant, vu que Twitter est monétisé, qu'est-ce qui est payant sur Twitter, c'est le nombre de temps que les gens passent à
à regarder les replies de tes tweets, parce que c'est là qu'il y a des publicités. Donc, si tu arrives à générer beaucoup de réponses à un tweet, ben c'est là que tu peux faire plus d'argent potentiellement. Et plus t'as d'engagement, finalement, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que le terme AI Rage Bait semble avoir été consacré, parce que quand on regarde des genres de vidéos comme ça ou des images générées par l'IA sur X, qui a les notes de la communauté. On nous a déjà parlé des notes de la communauté, donc c'est les gens qui vont faire un genre de fact-checking communautaire. Mais là, maintenant, on peut lire en dessous « This is AI Rage Bait ». Puis c'est ça, puis ça dit en dessous « This is AI Rage Bait and goes against X, ben, Twitter's engagement farming rules ». Fait que là, je suis pas encore allé les lire, mais il y a comme un set de règles sur le engagement farming, je trouve ça vraiment drôle. Moi, j'ai vu une autre vidéo 2 jours plus tard, où est-ce que c'était une vidéo qui était générée par VO3, donc le nouvel outil de Google, où est-ce que c'était une femme qui parlait de à quel point les hommes, ils valent rien de nos jours, ils ont pas d'argent. Moi, j'ai besoin d'un homme qui fait 6 figures. Tu sais, un classique... Un appel à la rage. Oui. À la rage des hommes. Exact. Classic rage bait, mais la rage des hommes contre la rage misogyne. J'imagine que c'est un gars qui a généré ça pour générer la haine des femmes. Littéralement. Puis ça... Les replies, les gars, Puis tu sais, c'était de quoi de saugrenu un peu, je me rappelle pas exactement c'était quoi. Il y avait tellement de replies, puis là, le quote tweet disait, ou je pense que ça c'était sur la vidéo de Kangourou, disait « Moi qui ai ri toutes ces années-là des vieux qui se faisaient prendre par le AI slub sur Facebook, and here I am en train de me faire prendre par du AI rage bait sur Twitter. » Donc personne n'est à l'abri. Fait que, ouais, c'est ça, méfiez-vous. Donc, à l'ère de l'appel à la rage, comme on l'appelle, maintenant, on peut en générer ad vitam aeternam. Exact, puis ça aurait dû être la première chose qui me soit venue en tête quand ce genre de choses allait devenir possible, c'est que les gens allaient l'utiliser pour faire du rage bait, parce que c'est la façon la plus simple de générer de l'engagement, et ça veut dire de générer du revenu. D'ailleurs, toi, t'es quand même un expert en rage bait. Zéro, il y a tellement des meilleurs rage baiters que moi, je suis comme novice. Okay. Mon segment, comme je vous ai dit, s'appelle « Sommes-nous dupes » et non « dupes ». Lululemon dupe? Et non « dupes ». Fashion Nova dupe? Et non « dupes ». Nike Dunks dupe? Guys, j'ai vu sur TikTok, sur Tic Géant, qu'il y avait des dupes de Summer Fridays, OK? OK, dupe alerte. La gang, ici, nous avons un dupe alert. Donc, on a parlé du rôle du dupe dans les cosmétiques. Puis là, ça a quand même un certain lien là, avec l'hyper-réalité dont j'ai parlé au tout début de Café Snake quand j'abordais Baudrillard, en particulier le livre Simulacre et Simulation. On en a parlé à travers la Sacoche Saga. On en a aussi parlé à travers les Laboubou. La culture de la contrefaçon et plus particulièrement celle des dupes, c'est issu du monde de la beauté, le monde des cosmétiques, parce que dans le monde des cosmétiques, les marges de profit sont très élevés. Par exemple, un rouge à lèvres Chanel qui va se vendre 60$, ben il coûte pas 60$ à produire. Je voulais en parler à la lumière d'une grosse nouvelle qui a secoué l'industrie de la beauté il y a quelques jours, c'est-à-dire l'acquisition de la marque Rhode, la marque de cosmétiques qui a été démarrée là, par Hailey Bieber, par Elf Cosmetics, donc une compagnie de cosmétiques américaine très populaire, et ce, pour la somme faramineuse de près de 1 milliard de dollars américains. C'est quand même beaucoup pour une entreprise qui a généré ou lancé à peu près comme, tu sais, autant, tu sais, je peux compter le nombre de produits qu'elle a lancés sur les doigts de mes deux mains, mettons. C'est une entreprise qui a été fondée en 2022, puis c'est dans la foulée de toutes ces celebrity brands, donc ces marques de commerce qui sont rattachées à des figures publiques. Le produit le plus populaire de Rhode, c'est le Peptide Lip Treatment. Donc, c'est une espèce de baume à lèvres gloss teinté, pas mal ordinaire, me dire. Des peptides. Rhode Skin has arguably been the it girl beauty brand ever since Hailey Bieber launched it back in 2022. Recently, Rhode's brand reputation has come under fire. I say recently, this has been an ongoing issue for a few years now, with their pretty viral and iconic peptide lip treatments at the center of a storm of criticism and controversy. So many customers are claiming that one of Rhode's best-selling viral products is actually grainy, smelly, going green for some reason, and pretty much just a dangerous mess. Puis c'est pas un produit révolutionnaire là parce que il y a toutes sortes d'autres marques qui en font des peptide lip treatments justement, peut-être dans la foulée de la popularité de celui de Rhode. C'est des produits dans la même braquette de prix là. Donc je pense pas que c'est un produit qui est magique, mais je l'ai pas essayé. C'est un produit selon moi qui est easily dupable. C'est pas un produit qui est unique en son genre, mais il faut savoir que dans l'industrie de la beauté, il y a pas tant d'innovation là qui se
font. Puis quand un produit rencontre une certaine popularité, ben souvent les autres entreprises vont suivre puis vont se mettre à produire leur propre version de ce produit-là. La compagnie Rode, elle a produit une coque de iPhone qui est comme en genre de silicone. Il y a une espèce de moule dans lequel tu peux insérer ton tube de gloss. C'est devenu super populaire. Il y a même des fakes que tu peux acheter. On a dit que ça ressemblait l'espèce de craque ou d'insertion dans laquelle tu rentres ton petit lip gloss. Ça ressemble un peu à des petites lèvres. Des gens qui disent « There's a vaginal quality to it. It looks so ionic. » Donc, un petit peu vaginal. Finalement, le iPhone qui se met à porter ton propre lip gloss, c'est un peu comme si ça devenait une extension de ton corps. Hein. Ça devient un mini-moi que tu peux accessoriser. Moi, mon iPhone, il porte ma carte aux puces. Ah ouais, OK. Intéressant. Quand tu fais un selfie dans ton miroir, ben souvent on voit ton iPhone puis on voit le case, donc la coque de ton iPhone. Donc ça transforme aussi, ou ça a la capacité de transformer toutes les selfies des gens qui ont ce case-là en publicité pour Rode. Moi, je pense que c'est comme ça que j'ai vu parce que c'était très populaire chez les influenceuses québécoises. Une autre spécification, le fameux lip treatment, il est vendu au prix de 27 $ canadiens. Donc, c'est pas donné quand même pour un lip gloss. Il faut savoir aussi que Elf, la compagnie qui vient d'acquérir Rode, Elf Cosmetics, c'est une marque qui est très, très connue de la génération Z. Puis, c'est surtout une marque qui est connue pour faire des dupes, pour recréer des produits de luxe à prix moins élevé. C'est la marque numéro 1, en fait, des dupes. Mais elle va pas juste, copier le look, elle copie l'odeur, la formulation, l'emballage, l'applicateur. Donc, c'est vraiment une référence qui est très explicite. Puis, c'est pas nécessairement non plus un compromis sur la qualité. Tu sais, quand on parle de contrefaçon, c'est souvent ça qu'on vise. Mais dans l'univers des cosmétiques, souvent, les deux produits sont presque identiques en termes d'ingrédients ou de formulation. Dans les dernières années, on a parlé de dupification of beauty. La culture du dupe, elle est très, très, très bien enracinée dans le monde des cosmétiques. Elle est tellement bien enracinée que maintenant, des marques comme Elf vont duper, mais de façon très, tu sais, sans vergogne, sans même se cacher ou faire à semblant qu'ils font autre chose que ça. Tellement que en 2024, la compagnie Elf a lancé une campagne publicitaire qui est intitulée Dupe That. Elle parlait, je pense, de son apport social ou philanthropique, et là, elle lançait comme un petit peu un défi aux autres marques, tu sais, copiez-nous, dupe that. Moi, c'est ça, je me suis dit, quand la brand de dupe acquiert une des brands qu'elle dupe, ben, on peut se demander, la copie à moindre coût, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son rôle? Est-ce qu'elle vient menacer le statut du produit original? Est-ce qu'elle vient menacer les ventes du produit original? Parce que là, on a vraiment affaire à une grosse entreprise de dupe qui achète un original. Je me suis demandé, est-ce qu'elle pourrait pas fonctionner jusqu'à un certain point comme un levier de valeur? Par exemple, le Lafoufou, comme signe, mais il renvoie toujours au Laboubou. En fait, il renvoie toujours à l'original, le fantasme de l'original, presque comme une présence dans l'absence, une forme de hantise. Puis la copie, le dupe, ça réitère pour moi la valeur de l'original, sans laquelle lui-même, le dupe, en aurait pas. Comme vous savez peut-être, je lis beaucoup d'infolettres, puis j'en lis une, notamment celle de Rob Orning, qui est un penseur américain qui réfléchit beaucoup à la tech, mais qui la réfléchit, tu sais, de façon très philosophique. Puis là, cette semaine, il est allé pour la première fois à Disneyland, puis il parlait de l'interprétation aussi que fait Baudrillard de Disneyland. Il va dire notamment, tu sais, Disneyland, c'est présenté comme un monde imaginaire pour nous faire croire que le reste, donc ce qui est en dehors de Disneyland, c'est le réel. Mais lui, il dit, Baudrillard, que finalement, non, le reste est pas plus réel que Disneyland. Tout Los Angeles, l'Amérique en entier, sont pas plus réels que Disneyland. Ils appartiennent tous à l'ordre de l'hyper-réel, ou, si on veut, l'ordre de la simulation. Disneyland nous sert à quoi? À dissimuler que le réel n'est plus réel. Qu'est-ce que ça fait? Ça sauve le principe de réalité. J'avoue que c'est comme peut-être un peu obtus, mais je vais essayer comme de déplier ça puis de l'expliquer, genre. Si on applique cette logique-là, la logique de Disneyland puis de l'hyper-réalité au dupe, le dupe nous sert à dissimuler que le luxe n'est pas luxueux et ça sauve le principe du luxe, de la luxure. Quand il veut dire que le réel n'est pas réel, c'est que l'idée qu'on se fait des États-Unis comme étant ce pays où est-ce que tout le monde a accompli ses rêves, puis tout le monde vit bien, puis tout le monde c'est un pays qui a immensément de succès,
Mais ça, c'est une construction, en fait. Ouais. Fait que c'est ça, mais... Ouais, je commence... Je vais poursuivre, je vais donner plus d'exemples, OK? Fait que là, je vais lire un extrait de Baudrillard. Donc, Disneyland est là pour cacher que c'est le pays réel, qui est Disneyland. Un peu comme les prisons sont là pour cacher que c'est le social tout entier dans son omniprésence banale qui est carcéral. Disneyland n'est pas moins irréel que toute l'Amérique. Donc, bref, c'est comme si le dupe, admettons, le dupe du peptide lip treatment de Rhode, était là pour cacher que l'original était lui-même un dupe. Comme je t'ai dit, le peptide lip treatment, il n'est pas unique en son genre. Il y en a plein de versions de différentes marques. Donc, c'est là pour cacher que le produit original n'a rien d'original. Il y en a des tonnes comme lui. Et que le produit original n'a rien à voir au luxe en termes de valeur intrinsèque. C'est pas un produit qui est luxueux a priori intrinsèquement. Oui, il coûte 26 $, c'est pas un prix d'entrée de gamme, c'est peut-être un prix de gamme intermédiaire, mais peut-être que sa valeur de production, son coût de production en fait, c'est 2 $. Donc, il n'y a rien à voir avec le luxe. Poursuis avec Baudrillard. Disneyland n'est ni vrai ni faux. C'est une machine de dissuasion mise en scène pour régénérer la fiction du réel. Son imaginaire infantile, donc l'imaginaire de Disneyland, veut cacher que la véritable infantilité est partout. Si je remplace cette citation-là par dupe, le dupe n'est ni vrai ni faux. C'est une machine de dissuasion mise en scène pour régénérer la fiction du luxe. Sa qualité de dupe ou de duperie veut cacher que la duperie est partout, même et surtout que la duperie se trouve toujours dans le produit de luxe. C'est ça, Baudrillard est réduit presque sur le maquillage. Yo, mais là, c'est moi qui le fais. Évidemment, je lis des citations, puis je remplace des mots dans une citation, mais j'ai trouvé une explication de ce passage-là quand même intéressante sur Reddit, justement. Et on expliquait que quand on dit réel, pas réel, blablabla, on n'est pas dans la métaphysique de dire, OK, est-ce que la chose existe vraiment? On parle vraiment de, comme tu dis, de la façon qu'on perçoit la réalité. C'est cette idée que, par exemple, quand on consomme quelque chose, on consomme pas juste l'objet en soi, mais on consomme l'idée de cet objet-là. Qu'est-ce que cet objet-là représente? Le luxe, par exemple. Puis là, il y a un Redditor qui a dit, tu sais, quand on décide d'aller, mettons, manger au McDonald's, ben on imagine le burger dans les publicités, on imagine le concept de McDonald's. Ça veut pas dire que le hamburger qu'on va manger, il est pas réel, mais c'est juste qu'on n'interagit pas ou on perçoit pas le hamburger qui est devant nos yeux. On le perçoit toujours à travers le fantasme idéalisé du hamburger qu'on a dans nos têtes, qui est créé par exemple, la publicité. Puis c'est ça, dans l'univers des cosmétiques, le luxe, c'est vraiment un fantasme idéalisé qu'on va consommer. C'est une idée avant tout. Parce que le rouge à lèvres de Chanel, notamment, genre, la différence qui le sépare du rouge à lèvres dupe ou bootleg, elle est tellement minime, si ce n'est que de l'emballage. Là, t'enlèves l'emballage, il n'y a rien d'autre. Au niveau même de la formulation des produits, il n'y a pas tant de choses qui séparent la crème La Mer, qui se vend à des centaines de piastres, puis la crème que j'utilise Nivea. Fait que c'est ça, moi, ma théorie, c'est que les dupes ou la dupe culture, notamment dans les cosmétiques, ça sert carrément à sauver le principe du luxe. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs gros conglomérats en beauté, comme par exemple L'Oréal, qui sont propriétaires de toutes sortes de marques, autant les marques luxueuses que de bas de gamme qui font de la copie, comme par exemple L'Oréal possède NYX, mais possède aussi YSL, Lancôme, etc. J'ai l'impression que finalement, les dupes menacent pas vraiment les produits originaux ni les ventes, puis c'est plutôt que ça participe à un écosystème de la consommation, puis ça permet d'atteindre une forme d'équilibre même. Puis là, je poursuis avec une parenthèse qui a pas vraiment rapport, mais à la fin de son espèce d'essai, le Rob Orning, que je cite, qui est allé à Disneyland, il parle des lignes, des files d'attente devant chaque manège à Disneyland. Puis il dit que au final, quand tu vas dans ces parcs d'amusement-là, la plupart du temps, tu la passes à faire la file, à attendre. C'est quelque chose qui est central dans ton expérience du parc d'attractions, comme mettons la ronde. Puis que cette idée de faire la file, bien, ça t'offre une expérience qui est comme palpable de conformité. Parce que quand tu fais la file, tu la fais toujours en communauté avec d'autres mondes. Puis t'attends pour la même chose, le même but. Puis qu'est-ce que ça te donne, cette expérience de conformité-là? Ben, ça te rassure par rapport à quoi? Ta normalité. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Les gens qui payent plus cher pour pas faire la file aussi, là. C'est une autre dimension. Ouais, non, c'est clair, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que, tu sais, pour revenir au Labubu, là, donc les espèces de breloques qu'on accroche à sa sacoche qui sont immensément populaires, super virales,
Moi, j'ai vu des notifications, je sais pas trop cette semaine, comme quoi les Pop Mart, donc les magasins qui vendent ces figurines-là en Angleterre et en France, avaient pris la décision d'arrêter de vendre les Labubu en magasin parce que justement, ça générait des fils monstres. Puis ils ont décidé d'éviter ces fils-là, donc ils veulent juste les vendre en ligne maintenant. Je trouvais ça vraiment drôle parce que dans la ligne, tu as cette expérience de conformité, mais c'est justement en faisant la ligne qu'on te promet que tu vas pouvoir consommer, atteindre l'original, posséder le vrai Labubu, le OG, pas le fucking Lafoufou. Fait que c'est comme s'il fallait que tu fasses l'expérience de la conformité, qui est elle-même analogue au dupe, à la copie, à la duplication, pour mettre la main sur l'original. Fait qu'il y a ce jeu de paradoxe-là que je retrouve tout le temps dans le capitalisme, que je trouve intéressant, puis que je souligne aussi dans mon livre maquillé. Moi, je veux parler de Benson Boone. OK. C'est ta nouvelle obsession. Non, c'est pas ma nouvelle obsession, ça fait longtemps. Pour les gens qui connaissent pas, Benson Boone, c'est un chanteur américain de 22 ans qui s'est vraiment fait connaître l'année dernière parce qu'en janvier 2024, il a sorti sa chanson Beautiful Things. Ça a été vraiment un gros succès sur TikTok pour être ensuite repris dans toutes les radios commerciales au monde. C'est méga overplayed maintenant, mais ça a fait en sorte qu'il a été nominé comme Best New Artist aux Grammys et qu'il a pu performer aux Grammys. Là, il y a plein de choses à dire sur Benson Boone, mais avant de se rendre à ça, juste mettre en contexte pourquoi je parle de lui, c'est parce que depuis environ un mois et demi, ou en fait même depuis sa performance aux Grammys, je suis inondé de vidéos de hate de Benson Boone. Tout le monde a une nouvelle raison de hate sur Benson Boone. Ça va de ses cheveux, sa moustache, son linge, ses backflips, la décoration dans son appartement. Tu sais, comme il y a tout le temps une nouvelle raison de hate sur Benson Boone. Puis même moi, j'aime pas sa musique particulièrement. Je pense que vu que je le regardais, le hate de Benson Boone, on a continué à me filer du hate, mais ça génère vraiment beaucoup d'engagement. Ça a culminé la semaine dernière quand Larry Chappell, qui écrit pour Rolling Stone, a écrit un article qui s'appelle « Why does everything sound like an audition song for The Voice ?» Cet article-là a vraiment fait beaucoup réagir puis a généré beaucoup de pop discourse sur Internet. Puis dans le fond, son take à elle, c'est que la musique que Benson Boone fait, mais aussi que plusieurs autres artistes qui dominent le top 10 du Billboard Hot 100, c'est des chansons qu'on entend dans des auditions à la voix. Puis je pense que pour Benson Boone, c'est vraiment comme le meilleur exemple parce qu'elle donne vraiment la formule. Ça va commencer avec du piano ou de la guitare pendant les 90 premières secondes. Puis là, soudainement, il va avoir un gros drop où est-ce que l'attention va être mise sur la performance vocale. C'est le moment, le climax où est-ce que les juges vont se retourner à la voix. Mais aussi la chanson que Daphne a entonnée toute la semaine, The Ordinary de Alex Warren. Hey! Pour les gens qui connaissent pas Alex Warren, qui a écrit cette chanson, c'est quelqu'un qui vient d'une famille dysfonctionnelle, qui a dû partir de ses parents très jeunes, qui a habité dans son char pendant 4 mois à LA avant de connaître du succès sur TikTok et de déménager dans la Hype House. Là, il est devenu musicien et là, soudainement, il a fait une couple de chansons. Et là, The Ordinary est la deuxième chanson dans le Billboard Hot 100. Mais c'est une trame sonore qui est beaucoup utilisée sur TikTok pour des moments un petit sentiment. Des mariages, des gender reveals, parce que c'est ça que la chanson parle, tu sais. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est The Ordinary Love, tu comprends? C'est juste l'amour que la vie m'a promis, tu sais. C'est ça le point de la chanson, genre. Le grand rêve américain. Exact, c'est ça. I just want the ordinary. Je veux la routine. Puis dans l'article... Cette chanson-là, elle est là pour... conceal, la réalité n'est pas réelle. C'est ça, nos sujets, ils s'entrecoupent. Non, c'est ça. Tu sais, comme dans l'article, Larry Chappell parle du background d'Alex Warren, puis il dit que, dans le fond, en fait, toute cette histoire que je viens de vous raconter, ça serait parfait pour un producteur de The Voice, parce que c'est ça un peu le modèle de ces émissions comme American Idol, comme The Voice, c'est de nous présenter quelqu'un qui est dans une situation précaire, qui est jeune, que son rêve c'est de make it into music, puis ça crée des stakes built-in qui font en sorte que quand tu vas voir l'audition, déjà t'as juste eu 3 minutes d'exposition sur la vie de quelqu'un, mais tu veux qui se rend loin, tu veux qu'il gagne. Tu as un attachement émotionnel. Qui se passe extrêmement rapidement. Puis tu sais, la voix au Québec, vu qu'on est au Québec, c'est encore plus absurde parce que des fois, c'était vraiment braillard la voix là, au Québec. Puis tu sais, ça revient en plus la voix là. Ouais. Je trouve que c'est une des pires décisions de Québécois là. Ah ouais? Ben oui, là c'est une parenthèse là, mais tu sais, comme Star Academy, c'est un méga succès cette année.
genre, ils réalisent qu'il y a de quoi à faire à mettre des Gen Z à l'écran puis les laisser être des stars. Puis là, ils vont nous refaire The Voice. Qui The Voice est vraiment centré autour des juges, puis comme pas tant autour des personnalités des gens. C'est pas comme... Mais je te dirais que The Voice, c'est un petit peu la version longue d'un reaction vidéo. C'est ça qu'on veut, on consomme les réactions des juges. Fait que clairement, oui, c'est centré. Ouais, mais je pense que Star Academy, ça aurait été... Moi, j'aurais ramené Star Academy si j'avais été québécois. Qui sont au brink de la fight. Anyway, je continue à parler de The Voice Audition Music, mais pour parler justement de Benson Boone, puis de The Voice Audition Music, ou de pourquoi cette chanson, on la connaît, mais on la connaît pas, puis je vais citer Max Reed, que t'aimes citer d'habitude, là on va reverse, puis j'ai traduit quand même une longue citation, et il parle de quand il a entendu la performance de Benson Boone aux Grammys. Dans des circonstances normales, je classerais Beautiful Things dans la catégorie hymne pour magasin, ou peut-être genre connexe rock pour publicité automobile. Même si Boone est manifestement très présent dans les magasins, sans parler des publicités de BMW, les grandes surfaces ne sont plus l'environnement par défaut où l'on peut entendre un hymne contemporain inoffensif pour adultes. Pas plus d'ailleurs que les publicités. Au lieu de cela, Boone est plus fortement associé à la quintessence du troisième espace américain contemporain, le For You page. Donc lui, il appelle ça du For You page core music. C'est la musique justement que tu vas voir dans ta page pour toi. Mais pas dans le contexte où tu es en train d'écouter cette chanson-là. Fait comme tu dis, tu vas voir un gender reveal, une vidéo de mariage, une vidéo qui demande de ramasser des fonds pour quelque chose, une vidéo d'une petite fille qui apprend à faire la bicyclette. Ah, c'est ça, mais c'est dans le contexte d'un scrollage algorithmique où tu vas tomber sur une vidéo qui t'est recommandée. Pas quelque chose que tu aurais cherché volontairement, là, je pense. C'est ça. Puis c'est ça, puis moi, je pense que dans mon enquête de trouver de où est-ce que vient le Benson Boone hate, une des choses... Parce qu'il y a du hate. Il y a beaucoup de hate. C'est écrit Benson Boone... Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est ça que j'essaie d'écrire, là. Mais on lui reproche d'être peut-être une forme de fake, justement. Exact, c'est ça, on va arriver à ça aussi, mais premièrement, je pense qu'une des choses principales de pourquoi qu'on n'aime pas Benson Boone, c'est que sa musique, on l'a jamais cherché à l'entendre, mais on l'a beaucoup entendu. Moi, These Beautiful Things that genre, j'ai tellement entendu cette chanson souvent, sans être en rapport avec Benson Boone. Parce que c'était dans des TikTok de compilation de quelqu'un qui joue au billes, qui met des dominos, qui fait n'importe quoi. D'ailleurs, Mark Zuckerberg, c'est un grand fan de Boone et c'est même déguisé en Boone. Ben c'est ça, ce qui paraît, c'est le chanteur préféré de sa femme, puis de lui, c'est leur chanson Beautiful Things. Donc, à ses 40 ans, je pense que c'est 45 ans, il s'est déguisé en Benson Boone, puis il chante. Il a chanté la pomme. Fait que déjà là, moi, sérieusement, si mon fan, c'est Mark Zuckerberg, je peux me dire que j'ai perdu quelques points d'aura. Ok, Daft. Et là, vient justement tout cet aspect de fakeness, parce que là, à Coachella, cette année, Benson Boone avait un set, il a performé, les 2 semaines, il a fait des covers de Bohemian Rhapsody de Queen, qui est chanté par Freddie Mercury, et il était habillé un peu comme, de façon genre androgyne, ou de façon à remettre en question les codes des genres. Chanter Bohemian Rhapsody, c'est une chose de le faire au karaoké, mais c'est une autre chose de le faire à Coachella. Ça t'ouvre à immensément de critiques, parce que le range vocal que t'as besoin pour chanter cette chanson est comme vraiment immense. Donc là, tout le monde s'est mis à critiquer son habilité à chanter, son habilité à performer sur scène. Les gens qui sont des fans de Benson Boone sont dans les comments, c'est comme « Oh my god, t'es notre Freddie Mercury, t'es le Freddie Mercury de la Gen Z. » Dire ça à des gens qui sont comme puristes de musique, qui sont sur TikTok, c'est comme la plus grosse insulte. Puis c'est ça a comme ouvert les gens à critiquer Benson Boone de façon plus comme artistique, de façon comme c'est quoi la contribution artistique de Benson Boone, et les gens se sont mis à dire « Ok, tu joues ce personnage-là qui est comme qui fait un peu dans le queerbaiting, juste de la façon qu'il s'habille, il a la moustache, il danse, il fait des TikTok. » Il y a un jumpsuit aussi. Ouais, c'est ça, il s'habille de façon excentrique. Et là, les gens se sont mis à over-analyser son digital footprint. Déjà, les vidéos de son appartement, les gens, ils break down chaque pièce de son appartement. Si quelqu'un avait vraiment un rapport artistique à la vie, ben, il y aurait comme une attention au home décor chez lui. Et là, son appartement donnerait Airbnb core, en fait, qu'il y aurait pas vraiment de décoration chez lui, ce qui ferait en sorte que ce serait pas quelqu'un qui pourrait être comparé à Freddie Mercury. Puis là, les gens aussi le comparent à Harry Styles, parce que sa nouvelle chanson, Beautiful Mystical, ressemble vraiment beaucoup à Watermelon Sugar de Harry Styles. Puis les gens commencent à comparer. Je trouve que ça ressemble à ça ressemble à Olivia Newton-John, ça ressemble... Tout le monde commence à dire à quoi Benson Boone ressemble. Ok, c'est comme s'il n'y avait pas de qualité qui lui appartenait à lui, de qualité qui lui était propre, donc il n'y a pas comme de caractère idiosyncratique, la copie de plusieurs figures. Exact. Ça m'a fait, je me dis, ok, c'est-tu juste ces chansons populaires qui sont de même? Fait que là, j'ai comme plongé dans comme le catalogue musical de Benson Boone, chose que je pensais pas que j'allais faire. Il y a juste un album de sortie, j'ai écouté quelques chansons.
Puis c'est vrai que dans sa chanson In the Stars, qui est comme une de ses chansons qui a le plus de streams, à chaque vers différent, à chaque couplet différent, t'entends une chanson différente. Des fois, ça ressemble à du Justin Bieber, des fois, ça ressemble à du Ed Sheeran, des fois, ça ressemble à du Harry Styles ou à du Shawn Mendes. T'entends tout plein d'influences. Puis en même temps, tu rajoutes des influences un peu country, cette espèce de mix entre la pop vraiment synthétique puis comme le Americana, gars qui chante tout seul puis qui est en peine d'amour, c'est comme cette espèce de crossover là qui est fait dans la musique de Benson Boone, qui fonctionne bien comme dans des ballades mais qui a tout le temps la même formule, ce qui fait en sorte que je pense que la vraie chose que le monde hate, c'est qu'ils comprennent pas pourquoi il est à ce niveau de succès-là. Il n'y a pas nécessairement une essence artistique ou genre recherchée ou direction artistique qui fait en sorte qu'il mériterait tout ce succès-là. Moi, je pense que c'est ça qui est derrière le Benson Boone hate, parce que là, il vient de lancer une tournée nord-américaine. Elle est sold out, même à Montréal. Benson Boone s'en vient à Montréal. Si tu veux acheter des billets, là, une paire de billets, c'est 1800$ pour aller voir Benson Boone au Centre Bell. Wow, les gens l'aiment. C'est ça. Les gens l'aiment, mais moi, je pense que pourquoi les gens l'aiment, puis ça revient à ce que j'ai pas dit au début que je devais dire, c'est que Benson Boone, avant de se faire connaître sur TikTok dans les dernières années, il a fait des auditions pour American Idol à 18 ans. Et il disait que ça faisait juste 1 an qu'il chantait, qu'il avait jamais vraiment commencé à chanter, il avait jamais pris ça au sérieux. Et il a joué un peu une espèce de nonchalance propre d'un jeune frat bro de 18 ans. C'était vraiment ça comme le casting. Puis quand il a commencé à chanter, Katy Perry était subjuguée, c'était elle la juge, qui était comme, tu sais que si tu voulais gagner American Idol, tu pourrais gagner American Idol. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a drop out de American Idol. Il a même pas fini pour se focus sur sa carrière. Parce que quand tu gagnes American Idol, t'es comme pris dans une espèce de loophole de contrat. Puis il a juste drop out, puis il a commencé à poster des TikTok. Tu sais, quand elle lui dit, si tu voulais vraiment gagner American Idol, tu gagnerais, je pense que ça va avec son casting. C'est que c'est comme un jeune homme blanc, conventionnellement attractif, musclé, qui a pas l'air justement de comme un Timothée Chalamet. Il fait des backflips. C'est ça, il fait des backflips, il est athlétique, il a pas de l'air d'avoir de l'anxiété sociale, mais il chante bien. Puis il aurait été un bon joueur à OD, mettons. C'est ça, ce mix-là. C'est comme si Félix Daudé commençait à faire des balades, genre, pis qu'il chantait fucking bien. Puis qu'il mettait un petit saut serré bleu poudre. C'est ça. Ouais, ok. Je trouve ça intéressant que le Benson Boone Backlash arrive, quand, en ce moment, on est comme dans le Addison Rae Coming of Age. Renaissance. Addison Rae qui a été vraiment connu sur TikTok au début des années 2020. Et là, qui va sortir son premier album, son début album cette semaine, au moment qu'on se parle, je pense. Qui s'appelle juste Addison. Et qui vient de faire une longue entrevue avec le New York Times au Popcast. Et l'entrevue est extrêmement bien reçue. Je vois des clips sur TikTok. Tout le monde adore Addison Rae. Tout le monde rank à quel point ses singles sont incroyables. Et il y a comme vraiment une espèce de différence entre la réception de Benson Boone puis Addison Rae. Tandis que de l'extérieur, si tu connaissais pas tout le lore ou tu étais zéro investi, ces artistes-là, tu les mettrais dans la même catégorie. C'est des gens qui viennent des réseaux sociaux, une des TikTokers les plus suivies au monde pendant longtemps. Puis là, veut devenir une pop star. Elle faisait des danses. Les main dances, les main trends. Tu sais, s'il y avait, c'est une bonne danseuse, I guess. Il y avait pas nécessairement comme de créativité vraiment parce que elle reprenait des chorégraphies qui étaient déjà virales. Fait que c'est pas comme si elle était même chorégraphe de quelque chose. Elle a réussi à complètement se rebrander puis à devenir la pop star que tout le monde attend d'elle. Je trouve ça juste drôle comment l'internet choisit qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est artsy. Mais est-ce que c'est l'internet qui choisit ou, tu sais, je veux dire, elle est bien entourée à Addison Rae, vraiment est avec la crème de la crème du milieu artistique underground new-yorkais, fait que tu sais... C'est juste intéressant. Moi, je stan Addison, je stan pas Benson. Fait que tu sais, c'est comme c'est qui a décidé ça. Ben, je pense que dans son rebranding, Addison, elle a vraiment, peut-être comme tu sens qu'il y a quelque chose qui est différent, justement. Tu sais, tu parles de dupe versus original. Il y a quelque chose qui est rafraîchissant. Après ça, mettre le doigt sur c'est quoi. Est-ce que c'est une espèce de sensualité décomplexée? Tu la vois, genre, s'amuser en collant. Tu la vois beaucoup fumer. Il y a comme une espèce de vice complètement assumé qui est pas du tout dans la culpabilité. Puis qui était complètement à l'opposé du cadrage qu'elle avait quand c'était une star pour les jeunes adolescentes sur TikTok, là. Tu sais, comme la plus grosse controverse sur TikTok en 2020, c'était que Charli D'Amelio avait été aperçue avec une vape. Ça a failli, elle perdait des followers. C'est fait que là, on est loin de ça, là, comme en 2025. Non, parce qu'il y a des allusions aux lignes de coke dans ses chansons. Tu sais, il y a tout ça, là. Je pense, parce que c'est ça que je disais à Daphné, pourquoi Benson Boone m'intéresse, c'est ce que je pense qu'il est là pour rester. Je pense qu'à travers tout ça, tout ce hate-là, ça va juste monter son profil. Puis il va y avoir d'autres singles. Je pense qu'on va entendre Benson Boone au moins pour les 3-4 prochaines années. Mais tu me parlais des paroles de sa nouvelle chanson, là. Moonbeam, Ice Cream, Taking Off My Blue Jeans, je sais pas.
Ouais, c'est ça. Je te parlais de ça parce que, dans le fond, tout le monde mettait ça en rapport. Il dit n'importe quoi. Moonbeam Ice Cream, ça veut rien dire. Puis tout le monde disait... Galimatias. Quoi? Des galimatias. C'est ça, des galimatias. Mais puis là, tout le monde, mais quand Harry Styles dit Watermelon Sugar High, ça veut rien dire aussi. On disait ça parce que Daphné m'avait parlé du livre Watermelon Sugar, qui est comme un livre de poésie qu'elle aime. Ouais, c'est de Richard Bottiguan, un grand poète américain. C'est un livre qui est assez marquant aussi. Je l'ai lu il y a genre 10 ans, puis ça m'a remarqué, fait que je l'ai racheté, je l'ai relu. Tu sais, ça parle d'une espèce de village taillé dans le sucre d'un melon d'eau, mais c'est plein de morts, de suicides, de désillusions. Quand Harry Styles dit Watermelon Sugar High dans sa chanson, c'est pour faire référence à une ex-copine qu'il avait, que c'était son livre préféré. Ouais. Fait que c'était ça un peu le layer derrière le Watermelon Sugar. Il y a une référence littéraire derrière ça. Fait que c'est pas comme Moonbeam Ice Cream, tu sais, autant les gens aiment pas aimer Harry Styles, mais fucking Benson Boone, lui, il dit rien dans sa chanson, là, c'est du nonsense juste parce qu'il sonne bien dans les oreilles. La résistance à Benson Boone, si ça arrive à un moment où est-ce qu'il y a plus vraiment comme de grosses male pop stars. Oui, il y a des grandes stars du country, mais moi, quand je veux dire une male pop star, c'est Justin Bieber, Shawn Mendes, One Direction, Justin Timberlake. Ils sont plus dans le paysage. Ils sont en pause. Justin Bieber est en... C'est pas ce qui se passe avec lui. Harry Styles, il a disparu. À chaque fois, je vois du discours sur TikTok sur les pop stars, c'est comme « Oh, we yearn for a male pop star. When are the male pop stars coming? » Mais pas Benson Boone. Moi, j'ai une théorie à t'exposer. C'est que justement, cette chanson-là, elle est tellement omniprésente sur TikTok, puis qu'on finit par nous-mêmes l'appliquer à la trame de notre vie. Fait que si, par exemple, je vivais un moment émouvant avec toi, on dirait que j'entendrais en filigrane cette chanson-là jouer, tu sais, comme si je l'avais intégrée aux mémoires émotives qui m'ont traversée. Et quand je consomme une vidéo qui utilise cette chanson-là en trame sonore, je consomme aussi des parties de ma vie à moi. Tu sais, parce que The Ordinary de Alex Warren, elle a vraiment un vrai fanbase. On voit sa tournée, il est comme une histoire, lui, sa femme, il poste beaucoup de TikTok. Il y a vraiment beaucoup de contenu autour de cette chanson-là. Je comprends le fanbase de The Ordinary, mais Benson Boone, c'est étrange. Mais c'est vraiment particulier à... Tu sais, je veux juste rajouter quelque chose, là, mais je trouve ça intéressant parce qu'à l'ère du streaming, mais surtout du fil algorithmique qui nous recommande des vidéos. Les vidéos nous arrivent de façon non intentionnelle. Fait que c'est comme si on était bombardé de plusieurs chansons qu'on ne choisissait pas. Puis ces chansons-là finissent par pénétrer dans la fibre de nos vies. Fait que de là, tu développes l'animosité, comme tu dis. Puis surtout quand elle embarque dans ton For You page parce que tu vois du monde hate dessus. Puis là, juste pour terminer, là, finalement, Benson Boone a adressé le hate. Il a fait un TikTok où est-ce qu'il y a un texte, puis il nous parle, puis il nous dit que l'affaire qui l'énerve le plus, c'est les gens qui disent « I hate Benson Boone just because I don't like him ». Il dit « Au moins, trouve une raison. Dis que t'aimes pas mes backflips, dis que t'aimes pas ma moustache, dis que t'aimes pas mes outfits, mais les gens qui font juste hate sur moi parce qu'ils hate sur moi, je vais jamais comprendre, blablabla. » Tu sais, comme il est vraiment mystifié par les gens qui hate sur lui. Mais là, depuis 2 jours, il lean in vraiment dans le hate. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il poste sur son TikTok des remixes inattendus de Moonbeam Ice Cream. Puis là, je vais en faire jouer là, mais je vais te montrer après. Ça va être une chanson, puis là, le mot Moon est dedans. Puis là, au lieu que la chanson continue, Moonbeam Ice... Tu peux pas escape cette chanson. C'est ça le meme qui essaie de partir. Okay. Dans le fond, cette chanson me suit partout. Talking to the moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the moon. You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the blue jeans, dancing at the movies, cause it feels so magical. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to moonbeam ice cream, taking off your blue. Minions! Tonight, we steal the moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, cause it feels so mystical, magical. Là, il lean in dedans, puis peut-être que le outrage va générer de la viralité pour lui, là, mais tu sais, son tour est sold out, fait que tu sais... Mais je pense que c'est une bonne stratégie de com dans un univers numérique qui fonctionne beaucoup avec l'ironie, la blague, à la place de te révolter contre la blague qui est faite à tes dépens, de juste l'adopter, puis d'ajouter ton grain de sel. C'est ça. Puis tu veux que je te dise la dernière prédiction? Non. C'est que finalement... Non. Oui. Fait que j'avais pas réalisé que t'avais dit ça. J'ai dit ça genre automatique. C'est juste comme... Genre, tu me demandes une question, je suis comme non.
Est-ce que vous aimez les oiseaux? Non! C'est que, qu'est-ce qui va arriver, c'est que avec l'ironie, avec le pousser le mime, finalement, dans une couple de semaines, les gens, ils vont adorer cette chanson-là. Puis c'est là, on arrive avec le pipeline final. Les gens le détestent. Je pense que Benson Boone, ça va être un fan favorite bientôt. Il va faire une podcast. À voir. Puis là, il va parler de ses états d'âme. Puis là, tout le monde va faire comme « Ah, j'ai jamais compris Benson. » Puis je pense que c'est dans la nouvelle stratégie aussi de Addison et de Lorde, qui est dans un album Psycho, cette espèce de presque vulnérabilité proche du live stream, les podcasts pas maquillés, assis par terre dans son appart, c'est ça que Lorde l'a fait. Mais Lorde et Addison Rae ont le même directeur artistique, là, ou en tout cas, celui qui a fait la campagne de Bratz, là, le gars qui a travaillé sur Bratz, c'est le même qui fait la lancée. Ben, ça paraît que les deux ont la même campagne. Ouais. Une espèce d'entrevue démaquillée, assis par terre, là. C'est le même génie derrière. Je pense que sa strat, c'est lui, c'est flood l'internet avec plein de médias de toi. Fait que genre, overdo les entrevues, qui est comme, pendant un bref période de temps pendant que t'as un album Cycle, au lieu de comme pas en faire du tout, comme mettons Taylor Swift par exemple. Mais anyway, ça c'était mes pop takes, pop culture takes. Puis Mounir, tu disais que t'avais une recommandation culturelle? Ouais, j'ai une recommandation culturelle à faire cette semaine parce qu'il y a un artiste de Montréal qui sort un album que j'aime vraiment beaucoup. C'est Franz Kello qui a fait une chanson qu'on avait mis dans le DJ Mix. Rappeur émergent qui sort la mixtape Hochelaga à Paris. Et c'est ça, allez l'écouter. Moi je vais l'écouter en tout cas le 6 juin. Bon, merci Mounir. Fait que on vous redemande encore de nous envoyer vos takes par toutes les façons que vous trouvez de nous joindre. Vous pouvez simplement nous envoyer un mémo vocal à notre adresse courriel, donc infocafesnake@gmail.com. Merci beaucoup tout le monde qui écoute, tout le monde qui partage. Merci vraiment beaucoup. On vous dit à la prochaine. L'intro, l'outro est de Azlo. AZLO. Yeah.